en lui-même est une énigme politique. Et en cela, ce pouvoir est une fiction entretenue par ce qu'on appelle la communauté internationale, je dirais simplement quelques puissances occidentales. Ce sera le mot de la fin pour la RDC. Procès de Simone Gbagbo, entendu cette semaine par la justice ivoirienne. Simone Gbagbo pourrait, comme Laurent Gbagbo, être livrée à la CPI. Les chefs d'inculpation retenus contre elle, les crimes de sang, l'atteinte à la sécurité et à la sûreté de l'État et les crimes économiques. Mais la CPI laisse le soin à Alassane Ouattara de décider. Je vous propose d'écouter un micro-trottoir effectué dans les rues d'Abidjan. Je suis sûr qu'à la CPI, elle se plaindrait moins des conditions de détention et aussi peut-être d'une justice à deux vitesses. Être jugé à la CPI est encore préférable que d'être jugé en Côte d'Ivoire. Il me semble qu'ils ont décidé de cibler le camp Gbagbo. Or, s'il y a une guerre, ce n'est pas Gbagbo seul qui s'est battu. Quand on parle de guerre, on parle de deux groupes. Mais ce qui est triste et malheureux, c'est qu'aujourd'hui, aucun camp, aucun élément du camp Ouattara a été interpellé. Donc c'est un peu triste. Sûrement qu'ils ont les choses à lui reprocher. Donc s'ils ont lancé un mandat d'arrêt, la justice doit suivre son cours et puis on verra ce que ça va donner. Mais bon, sinon il aurait été préférable, comme on a dit, comme beaucoup d'Ivoiriens le souhaitent, qu'on passe l'éponge sur tout. Une réaction à Assane Diop? Voilà, non, mais c'est sûr qu'après ce mandat d'arrêt qui date de février, que Mme Fatou Bensouda, la nouvelle procureure de la CPI, a sorti à propos de Mme Simone Gbagbo, évidemment, je dirais, suscite deux interrogations. D'abord, une interrogation d'ordre juridique. C'est que Mme Gbagbo, comme vous l'avez rappelé, a commencé à être interrogée par un juge d'instruction ivoirien depuis le 14 novembre, à Haute-Géné, là-bas où il est relégué depuis avril 2011. Donc, c'était une phase préliminaire à un procès éventuellement avec d'autres. Et Alassane Ouattara d'ailleurs avait dit que, en dehors de Gbagbo, sans le citer probablement, la justice ivoirienne était en mesure de juger les autres prévenus. Or, à la requête, parce que Mme Bensouda a exhorté, c'est son mot, elle exhorte l'Abidjan de lui livrer Mme Gbagbo. Si elle exhorte, c'est que, bon, elle est motivée par quelque chose. Alors, soit, effectivement, elle estime, elle, que la justice ivoirienne n'est pas en mesure de juger Mme Gbagbo, contrairement à ce que disent les autorités ivoiriennes, ou alors, bon, c'est un deal d'ordre politique dont on ignore les tenants et les aboutissants. En tous les cas, cette décision est très mal accueillie par le FPI, signe que, effectivement... Un mandat injuste, disent-ils. Ils disent que c'est un mandat injuste, et encore une fois, d'ailleurs, dans le micro-trottoir, il y en a qui l'ont rappelé, c'est vrai que c'est toujours cette impression désagréable d'une justice à deux vitesses. D'un côté, les partisans de Gbagbo, livrés à la justice internationale ou nationale, et de l'autre, les amis de M. Ouattara, intouchables, voire qui sont promus au lieu d'être punis parmi les militaires. Francis Laloupo, Alassane Ouattara prendra-t-il le risque de livrer Simone Gbagbo alors que par ailleurs il prône la réconciliation nationale? Écoutez, il a pris le risque de livrer Laurent Gbagbo il y a quelques mois, donc pourquoi pas. C'est la deuxième séquence lourde de cette justice post-conflit en Côte d'Ivoire. Après Laurent Gbagbo, c'est Simone Gbagbo. À présent, il n'est pas dit que Simone Gbagbo pourrait être extradé forcément à la CPI, d'autant qu'au fond, il y a deux procédures, je veux dire, qui sont aujourd'hui face à face. Il y a la procédure, enfin, il y a le dossier de la CPI donc qui accuse qui soupçonne en tout cas Madame Simone Gbagbo de meurtre, viol, haute forme de violence sexuelle. Génocide. Par ailleurs, c'est le dossier ivoirien en fait qui accuse Madame Gbagbo de génocide, ce qui est un peu dans le mot génocide, il faut faire attention quand même à ces mots-là. Ouais. Voilà, donc il y a deux dossiers en fait, il y a deux procédures qui sont en quelque sorte apparemment, en tout cas, concurrentes, ces procédures. Ça fait penser un peu, je dirais, à ce qui se passe un peu en Libye aussi. Il y a la procédure libyenne contre Saïf el-Islam et la CPI également, je veux dire, qui frappe à la porte des autorités libyennes pour réclamer que Saïf el-Islam soit donc extradé Mais la justice ivoirienne a prouvé récemment qu'elle pouvait juger des pro-Gbagbo. On l'a vu avec le procès du général de Goblé. Si la justice ivoirienne pouvait prouver aujourd'hui qu'elle a les moyens de juger Mme Simone Gbagbo, il n'y a aucune raison qu'elle soit extradée à la CPI, parce que la CPI n'intervient que quand on considère qu'un pays n'a pas les moyens, effectivement, de juger un dossier particulier. Mais Assane Diop a mis le doigt sur un point très précis, c'est que entre ces deux séquences lourdes, entre le départ, enfin l'extradition de Laurent Gbagbo à la CPI
et aujourd'hui il y a un an, jour pour l'activation jour, du dossier de Mme Gbagbo, on aurait pu comprendre quand même que quelques personnes du camp de Alassane Ouattara fussent aussi inquiétées, parce que bon, il s'agit quand même d'une justice post-conflit, d'une justice de guerre. Dans les deux camps, des crimes ont été commis, des actes abominables ont été commis dans les deux camps, et il y a cette impression désagréable d'ailleurs de cette justice des vainqueurs. Amnesty International. Amnesty International qui a rappelé d'ailleurs, vous avez tout à fait raison, il y a quelques jours, qui a rappelé comment dire, le pouvoir ivoirien a ses devoirs, c'est-à-dire faire cesser le cycle de représailles et de vengeance, et surtout faire quelques efforts pour que certaines personnes quand même qui sont aujourd'hui dans le camp de Ouattara, qui sont également soupçonnées d'exactions et de crimes, soient aussi entendues, ce qui évidemment enlèverait cette impression désagréable de justice des vainqueurs. Théophile Kouamouo. En tout cas, en l'espèce, on a l'impression que la CPI ne brille pas par son grand courage et, une fois de plus, prouve son inutilité. Dans la mesure où elle se saisit de personnes qui sont déjà sous le coup de procédure. Donc la question de l'impunité ne se pose pas en tant que telle pour ces personnes. Et elle oublie des personnes qui sont toujours sur le terrain, qui sont en armes et qui continuent d'exercer des crimes. Parce que, par exemple, je reviens toujours sur le cas de Diokwe, où il y a eu des crimes en mars 2011. Les personnes y ont été maintenues et ont recommencé en juillet 2012. Alors, il y a un rapport de Human Rights Watch qui vient de parler. Alors, donc, finalement, la CPI s'acharne sur des personnes qui sont déjà sous le coup de mandat d'arrêt de procédure judiciaire et oublie les véritables dangers pour ses propres enquêtes, puisqu'il faut bien qu'elle ne mette pas en danger les témoins, qu'elle pourrait faire passer de vie à trépas, comme on l'a vu à Diokwe. En plus, ce qui est frappant dans ce cas, c'est qu'on sent que les intérêts de la CPI et les intérêts de Ouattara sont en train de se dissocier. Dans la mesure où la CPI veut administrer une sorte de justice des vainqueurs light acceptable, c'est-à-dire prendre les gros bonnets, Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, Dogbo Blé d'un côté, et puis prendre le menu fretin ouattariste de l'autre côté. Mais Ouattara ne sont même pas prêts à cette justice des vainqueurs propre. Il veut une bonne et vieille justice des vainqueurs, et donc finalement la communauté internationale est instrumentalisée par cet homme dont le régime est aujourd'hui un régime autoritaire qui saute aux yeux. L'autre enseignement, c'est d'ordre politique, puisqu'on avait commencé par l'enseignement d'ordre juridique, c'est qu'on ne peut pas effectivement parler de réconciliation et dans la même semaine entamer un interrogatoire de Mme Gbagbo, l'accusée de génocide, et puis de l'autre côté, le mandat de la CPI qui sort de son tiroir. Même avec la bénédiction de Benoît XVI, je doute que le processus de réconciliation nationale puisse avancer. Puisse véritablement L'autre avancer. actualité en Côte d'Ivoire cette semaine, c'est aussi la formation d'un nouveau gouvernement, le 3e depuis l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara. Il sera dirigé par Daniel Kablan-Duncan, ancien Premier ministre d'Henri Konan Bédié. Je vous propose de l'écouter. L'objectif du président de la République, tel qu'il l'a confirmé tout à l'heure, c'est qu'il faut atteindre une croissance à 2 chiffres rapidement, probablement à partir de 2014. Et vous savez, sa grande ambition, c'est de faire donc de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Pour mener à bien sa mission, le Premier ministre va s'appuyer sur un nouveau gouvernement de 27 membres qui respecte les grands équilibres de la majorité. Les secteurs de la défense et de l'intérieur, postes sensibles en cette période de post-crise, restent inchangés. Une réaction à Diop? Oui, je pense que... Le départ de Jeannot Ahoussou Kouadio. Oui, Jeannot Ahoussou, je crois que le courant ne passait pas véritablement avec Alassane Ouattara. Un Premier ministre éphémère. Un Premier ministre éphémère, on s'y attendait. On sait très bien que Kablan-Duncan était le choix de Alassane Ouattara au départ, mais pour des raisons politiques. Donc il avait accepté la personne choisie par Henri Konan Bédié, le grand prêtre du PDCI. L'allié, RHDP, voilà. Et donc Alassane a pris du recul et choisi lui-même cette fois le Premier ministre. Maintenant, est-ce que le Premier ministre, apparemment, il est plutôt préoccupé par une croissance à 2 chiffres qu'à une réconciliation entre les Ivoiriens. Voilà, peut-être que si les choses vont bien économiquement, peut-être que le reste suivra. Ah, c'est possible, oui, parce qu'effectivement, c'est un gouvernement qui est très axé sur le renforcement des chantiers économiques, c'est évident. Autre enseignement, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à 29 ministres. 28. 28, contre 36. Dans l'ancien gouvernement plus resserré. Et puis, moi, je voulais insister un peu sur les dissensions qu'il y avait entre
Jano Kouadio Aoussou, l'ancien Premier ministre, et Alassane Ouattara, Assane Diop a été, je dirais, très, plutôt sympathique sur la question. Il n'y avait pas que, il disait, le courant ne passe pas. C'était plus compliqué que ça. Il y a eu une crise à l'Assemblée. C'était des dissensions très lourdes entre les deux hommes. Sur la loi sur le mariage. Des dissensions très lourdes et le Premier ministre était devenu très embarrassant pour Alassane Ouattara. Il fallait donc pouvoir s'en débarrasser sans que les dissensions éclatent au grand jour. Donc cette dissolution du gouvernement qui avait surpris tout le monde il y a quelques jours était aussi une manière un peu radicale et très discrète de régler ça. Juste un mot encore, Denise, pour dire qu'on a quand même affaire à un gouvernement de vieux dinosaures ou fouettistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a quand même 2 jeunes qui font leur entrée. Oui, il y a quelques jeunes, mais enfin, le système est quand même verrouillé par les vieux ou fouettistes. On n'a pas l'impression que c'est encore le renouveau en Côte d'Ivoire. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Assane Diop de Radio France Internationale, à Francis Laloupeau d'Africa numéro 1 et à Théophile Kouamouo du Nouveau Réveil. Vous pouvez retrouver cette émission... Du Nouveau Courrier. Du Nouveau Courrier, pardon, et non pas le Nouveau Réveil. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de TV5 Monde et de RFI. À la semaine prochaine.